Un discours inattendu a bouleversé les couloirs des Nations Unies. De l'invitation du Libéria à l'alliance AES, les anciennes lignes entre dépendance et souveraineté se déplacent, dessinant une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. Pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré incarne-t-il désormais ce tournant entre défiance et renaissance du Burkina Faso? Si cette déclaration se transforme en architecture concrète, elle pourrait redistribuer les équilibres politiques, sécuritaires et économiques du continent tout entier. Le discours du président du Libéria ne s'adressait pas seulement à une assemblée internationale, mais à une génération africaine en quête de direction. Il a promis un tournant mesurable, transformer les déclarations de solidarité en projets concrets de souveraineté partagée. Dans ce message, il a cité l'exemple d'Ibrahim Traoré, symbole d'un continent décidé à parler d'égal à égal, non plus en attente d'approbation, mais en position de négociation. L'enjeu dépasse les frontières. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut écrire son propre modèle de coopération, fondé sur la dignité économique et la stabilité régionale. Chaque mot portait un risque calculé, car redéfinir les alliances, c'est aussi défier les inerties historiques. Et pourtant, derrière cette audace, une promesse silencieuse se formait, que le dialogue remplace la dépendance, et que les nations du Sahel deviennent les architectes de leur destin collectif. Dès les premières minutes de son intervention, le président libérien a surpris la salle. 2 chiffres ont suffi. 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, regroupées au sein de l'alliance AES, et un mot d'ordre, souveraineté. Cette mini-révélation a fixé le ton d'un discours qui dépassait la rhétorique. Il ne s'agissait plus d'un simple échange diplomatique, mais d'un aveu public. L'Afrique entre dans une ère où elle choisit ses partenaires selon ses propres priorités. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré est devenu un point d'ancrage. Son parcours, issu d'un pays longtemps sous-estimé, a incarné le refus de la résignation. Lorsque les anciennes structures régionales semblaient ainsi s'enliser, le Burkina Faso a opté pour la refonte, pas la rupture, un repositionnement stratégique vers le Mali et le Niger, fondé sur la sécurité et la dignité. Le discours libérien n'a pas nié la complexité de ce mouvement. Il a reconnu que le retour à la souveraineté économique, monétaire et militaire se heurte à des années de dépendance institutionnelle. Mais il a surtout insisté sur une évidence. La légitimité politique ne naît pas du confort, elle naît de la nécessité. Ce glissement rhétorique a marqué une frontière invisible, celle entre le récit d'une Afrique observée et celui d'une Afrique qui s'observe elle-même. Le ton, ferme mais mesuré, a montré qu'une partie du continent n'attendait plus de validation extérieure pour redéfinir ses priorités. L'alliance AES, souvent critiquée, apparaissait ici comme un laboratoire de réinvention géopolitique, non comme un symptôme de rupture. Ainsi, dans la salle, on a compris. Si le Libéria parle, c'est aussi parce qu'il écoute. Et si l'Afrique dialogue, c'est parce qu'elle se découvre capable de parler d'une seule voix, sans tutelle. Pour rendre tangible ce tournant, le président libérien a choisi de personnifier le changement. Il a évoqué Ibrahim Traoré, non comme un symbole figé, mais comme l'exemple d'un leadership né du terrain, porté par les urgences d'un peuple. Cette figure a servi de fil conducteur, celle d'un soldat devenu chef d'État, transformant le scepticisme en mobilisation. Car dans le Sahel, chaque mot prononcé depuis Ouagadougou résonne bien au-delà des frontières. Dans son intervention, le chef du Libéria a décrit les réactions contrastées. Inquiétude des chancelleries, espoir des jeunes, prudence des investisseurs, curiosité des diplomates. Ce prisme multiple montrait que le phénomène Traoré ne relevait plus du hasard, mais d'une dynamique historique. Le message implicite était clair. Ce que certains perçoivent comme provocation est, pour d'autres, une nécessité de survie politique et sociale. Les alliances classiques, perçues comme inertes, ne protégeaient plus ni les territoires, ni la dignité. Ainsi, lorsque Monrovia tisse le lien avec le Burkina Faso, ce n'est pas pour juger,
mais pour comprendre comment une génération réécrit les règles de la légitimité. Dans cette optique, l'impact immédiat fut double sur la scène diplomatique, où le débat sur la souveraineté s'est intensifié, et sur le plan intérieur, où la jeunesse africaine a commencé à voir, dans cette nouvelle cohésion, une promesse de renaissance collective. Car en politique africaine, les symboles précèdent souvent les structures. Et dans cette séquence, Ibrahim Traoré incarne moins une rupture qu'un miroir. Celui d'un continent qui se regarde, enfin, sans détour. L'enchaînement des faits a commencé bien avant l'invitation officielle. Plusieurs signaux faibles annonçaient déjà que le Libéria cherchait à repositionner sa diplomatie dans un espace africain en recomposition. Les réunions bilatérales discrètes, les échanges de conseillers militaires et même certains ajustements commerciaux témoignaient d'un virage mesuré. Lorsque la déclaration publique est arrivée, elle n'était pas un éclat isolé, mais l'aboutissement d'une stratégie tissée patiemment. Au centre de cette dynamique, l'alliance AES, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'était imposée comme le pôle de contestation et de reconstruction du Sahel. Les trois pays, confrontés à la même urgence sécuritaire, avaient décidé de transformer leur vulnérabilité commune en moteur d'action collective. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré jouait un rôle pivot, celui du jeune dirigeant dont la parole, souvent directe, donnait une voix nouvelle à la souveraineté africaine. Les premières réactions extérieures furent contrastées. À Abidjan, on évoquait un risque d'isolement. À Abuja, une crainte de précédent. À Paris, une perte d'influence stratégique. Mais sur le terrain, les signaux économiques et sociaux indiquaient autre chose. Un regain de confiance populaire, mesuré par l'augmentation du commerce local et la réduction du flux migratoire vers les pays voisins. Ces chiffres, modestes mais constants, donnaient des consistances à la narration du redressement. Le Libéria, observant cette évolution, a compris qu'il valait mieux accompagner que condamner. L'invitation de Monrovia fut donc rédigée dans un ton calculé, respectueux, lucide et porteur d'un message implicite. L'Afrique ne peut pas se permettre une fracture diplomatique entre ceux qui défient et ceux qui attendent. L'objectif n'était pas d'ériger un bloc, mais de créer un pont. Sur le plan interne, le discours du président libérien a servi d'amplificateur symbolique. Dans plusieurs capitales, les rédactions africaines ont repris la phrase clé. Nous ne parlons pas de rupture, mais de refondation. Cette nuance a suffi à modifier la perception. L'AES cessait d'être l'expression d'une colère, pour devenir celle d'une méthode. Le déroulé médiatique s'est ensuite accéléré. Tribunes d'intellectuels, prise de position d'anciens diplomates, communiqués prudents des organisations régionales. À mesure que la rhétorique s'ajustait, le cadre du débat changeait. L'Afrique ne parlait plus de sanctions, mais de le tournant, discret mais irréversible, s'opérait. La confrontation narrative se transformait en compétition d'initiative. Et c'est dans cet espace mouvant qu'Ibrahim Traoré, cité à plusieurs reprises, devenait la figure de transition entre contestation et coordination. Chaque fois que son nom apparaissait, il condensait la tension entre rupture et reconstruction, entre l'urgence d'agir et la prudence diplomatique. L'histoire, désormais, ne se racontait plus à son sujet, mais avec lui. Le discours du Libéria s'est appuyé sur une série de faits chiffrés, destinés à ancrer la rhétorique dans la réalité. 3 indicateurs précis ont servi de fil rouge. En ce qui concerne la sécurité régionale, selon les données compilées par plusieurs observatoires africains, les incidents armés majeurs dans la zone AES ont diminué de visu entre janvier et septembre 2025. Cette baisse, certes relative, a été accompagnée d'une amélioration du taux de retour des populations déplacées, en hausse de 12% sur la même période. Le président libérien a insisté sur ce point. Ce n'est pas encore la paix, mais c'est le signe qu'un modèle africain de stabilisation peut fonctionner lorsque les décisions sont locales et coordonnées. En ce qui concerne la redirection économique,
Depuis la création formelle de l'Alliance AES, les 3 pays membres ont enregistré une progression moyenne de 9% de leurs échanges intrarégionaux. Ce chiffre, appuyé par des corridors commerciaux alternatifs à travers le Niger, illustre une tendance claire: la diversification des partenaires et la valorisation des produits bruts sur place. Pour le Libéria, qui cherche à rééquilibrer ses propres flux, ce dynamisme représente un précédent concret. La souveraineté économique n'est plus un concept, mais une donnée mesurable. Quant à la perception citoyenne, une enquête menée par un consortium d'instituts d'opinion ouest-africains montre que 64% des répondants considèrent désormais l'AES comme un instrument légitime de coopération régionale. Ce glissement perceptif marque un tournant. La légitimité populaire précède désormais la reconnaissance institutionnelle. Dans son discours, le Libéria s'est appuyé sur ces chiffres pour défendre une idée simple: sans confiance interne, aucun partenariat externe ne tient durablement. Ces 3 séries de données n'ont pas été citées pour impressionner, mais pour démontrer une cohérence. Lorsque la décision part du terrain, les indicateurs suivent. Le message de Monrovia reposait sur une logique de continuité: consolider ce qui fonctionne, ajuster ce qui vacille. Ibrahim Traoré, dans ce schéma, symbolisait la variable humaine, celle qui transforme les statistiques en direction politique. Le Libéria n'a pas parlé de miracle, mais de méthode. Une méthode fondée sur la corrélation entre autonomie décisionnelle et efficacité mesurable. Car derrière chaque pourcentage, il y a un message implicite. La souveraineté n'est pas une posture, c'est une compétence collective. Ainsi, en s'appuyant sur ces repères tangibles, le président libérien a voulu prouver qu'un autre langage diplomatique est possible. Un langage de preuve, où les données remplacent la suspicion et où les chiffres deviennent les premiers ambassadeurs d'un continent qui se redéfinit. Les débats autour de l'alliance AES n'ont pas tardé à s'intensifier. D'un côté, les partisans affirment que l'union entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger incarne une renaissance africaine fondée sur la maîtrise des ressources et la sécurité commune. De l'autre, les sceptiques redoutent un isolement stratégique et une fragilisation des mécanismes régionaux existants. Le Libéria, dans son discours, n'a pas tranché brutalement. Il a choisi d'exposer les 2 thèses avec précision avant d'en tirer une réponse mesurée. La première position défend la légitimité du choix. Pour ses soutiens, la montée d'Ibrahim Traoré et de ses homologues illustre un réflexe vital: reprendre la main sur un destin longtemps dicté par des influences extérieures. Dans cette perspective, l'AES représente moins une sécession qu'une expérimentation, un espace où l'Afrique apprend à coopérer selon ses propres codes. Il rappelle que l'intégration forcée sans résultat durable a souvent conduit à la méfiance. Pour eux, redéfinir les alliances, c'est d'abord restaurer la confiance. Le camp opposé, plus institutionnel, insiste sur le risque d'effet domino. La multiplication d'alliances parallèles pourrait fragmenter le continent et affaiblir des structures déjà fragiles comme la CEDEAO. Selon eux, les réformes doivent venir de l'intérieur, non par contournement. Ils craignent que cette dynamique, si elle échappe au contrôle collectif, ne crée de nouveaux déséquilibres régionaux. Face à ces 2 lectures, le président libérien a proposé une synthèse: reconnaître le droit à l'expérimentation sans renoncer à la concertation. Il a souligné qu'un dialogue sincère entre Monrovia et Ouagadougou n'était pas une trahison envers les institutions africaines, mais une tentative de modernisation. Dans cette logique, le Libéria ne s'oppose ni à la CEDEAO ni à l'Union africaine. Il refuse seulement que la lenteur des structures devienne un prétexte à l'immobilisme. Car, a-t-il rappelé, la force de l'Afrique réside dans sa capacité à débattre sans se déchirer. Et c'est précisément ce qu'incarne la trajectoire d'Ibrahim Traoré, un désaccord civilisé devenu moteur d'unité possible. La phrase est tombée, brève comme une coupure. L'Afrique ne demande plus la permission. Ce fut le point de bascule du discours libérien, celui où l'auditoire comprit que le ton venait de changer.
Jusqu'ici, la rhétorique de coopération s'enveloppait de prudence. Désormais, elle se chargeait d'une détermination calme, presque stratégique. En nommant Ibrahim Traoré, le président du Libéria n'a pas désigné un allié unique, mais un signal collectif. À travers lui, il rendait visible une génération de dirigeants qui ne cherchent plus à plaire, mais à convaincre, en assumant les coûts du choix souverain. Dans la salle, plusieurs diplomates ont noté que cette reconnaissance implicite marquait un tournant. Pour la première fois, un État ouest-africain extérieur à l'AES reconnaissait publiquement la validité du chemin suivi par ses voisins. Ce que midpoint narratif a transformé la tension du début en horizon d'action. L'alliance AES cessait d'être un sujet de controverse pour devenir un laboratoire d'équilibre entre indépendance et coopération. Après la révélation du milieu du discours, le président libérien a déplacé l'argumentation du symbole vers le concret. Il a montré que la souveraineté proclamée par l'alliance AES ne se résumait pas à un geste politique. Elle commençait à produire des effets tangibles dans 4 sphères distinctes de la vie africaine. S'agissant des nations, sur le plan institutionnel, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont mis en place des mécanismes de coordination budgétaire qui réduisent leur dépendance à l'aide extérieure de près de 18%, selon les estimations régionales. Le Libéria a salué ce progrès, comme la preuve qu'une intégration volontaire peut rivaliser avec les structures traditionnelles. Il a rappelé que l'autonomie ne se déclare pas, elle se finance, se gère et se mesure. Concernant les entreprises, dans plusieurs capitales africaines, des PME locales ont commencé à bénéficier de contrats préférentiels dans les programmes de reconstruction et de sécurité. L'initiative y a stimulé un début de réindustrialisation régionale. Le commerce transfrontalier entre Ouagadougou et Bamako a augmenté de 11% au premier semestre 2025. Pour Monrovia, c'est la démonstration qu'une alliance sécuritaire peut devenir économique lorsqu'elle repose sur la confiance plutôt que sur la contrainte. Pour ce qui est des citoyens, le discours a insisté sur l'impact humain. Dans les zones rurales du Sahel, la réduction des déplacements forcés a déjà permis la reprise d'activités agricoles et artisanales. Ces améliorations modestes redonnent sens à la promesse de sécurité collective. Le Libéria y voit une convergence. La souveraineté ne se mesure pas seulement qu'en frontières, mais en dignité retrouvée. Enfin, au niveau régional, l'effet d'entraînement dépasse les États membres. Au Ghana, en Guinée, en Sierra Leone, les parlements discutent désormais de modèles hybrides de coopération militaire et monétaire inspirés de l'AES. En d'autres termes, ce qui semblait une déviation devient un précédent. Dans ce contexte, le Libéria cherche à jouer le rôle de médiateur, pas d'arbitre, accompagner sans dominer, relier sans absorber. Et dans chaque volet, un nom continue de fédérer l'attention, Ibrahim Traoré. Son image circule, non plus comme celle d'un insurgé, mais d'un architecte du possible. Ce que Monrovia a compris, c'est que ce type de leadership, s'il est cadré par le dialogue, peut devenir un levier collectif. Les conséquences réelles du discours dépassent donc les chiffres. Elles redéfinissent le vocabulaire même de la coopération africaine, de la subordination à la co-construction. À ce stade, le président libérien a proposé 3 trajectoires possibles pour les mois à venir, chacune décrivant une Afrique en mouvement, non plus subissant les équilibres, mais les négociant. Premièrement, il a évoqué la voie de base. Dans l'hypothèse la plus probable, l'alliance AES consolide ses structures internes, tout en maintenant des canaux de discussion avec la CEDEAO et l'Union africaine. Les consultations s'enchaînent à Monrovia, puis à Ouagadougou, donnant naissance à un cadre de coordination souple. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, reste moteur de ce format. Ce, réaliste, prolongerait la tendance actuelle. Un continent qui apprend à parler plusieurs langages diplomatiques sans se contredire. Deuxièmement, il a présenté la projection optimiste. L'élan de coopération s'élargit. De nouveaux États, séduits par l'approche pragmatique de l'AES,
rejoignent les tables de dialogue. Les économies locales se complètent. Le Niger devient le carrefour énergétique, le Mali le centre logistique, le Burkina la plateforme politique. Dans cette configuration, le Libéria obtient le rôle de pont atlantique, reliant le Sahel au marché maritime. Le taux de croissance régionale pourrait alors atteindre 6,2%, soutenu par une stabilisation sécuritaire durable. Enfin, il a décrit la dérive pessimiste. Les tensions politiques et les pressions extérieures font échouer les initiatives d'intégration. Des sanctions ou des campagnes de désinformation divisent les opinions publiques, ramenant les États dans un cycle de méfiance. L'Afrique perd alors l'élan actuel, et les promesses de souveraineté deviennent slogans sans application. Le président libérien a insisté. Ce ne sont pas des prophéties, mais des outils de réflexion. L'avenir dépendra de la capacité des dirigeants à transformer les invitations en architecture de coopération et des peuples à exiger la cohérence. Il a conclu cette section d'un avertissement lucide. L'histoire n'attend pas la perfection, elle récompense la persévérance. Au-delà des calculs diplomatiques, le président libérien s'est adressé directement à ceux qui observent, espèrent ou doutent. Il a parlé aux citoyens, aux jeunes, aux travailleurs qui souvent ne voient de la politique que ses conséquences. Son ton plus personnel a rappelé que les alliances ne valent que si elles améliorent les vies. Dans ce passage, le nom d'Ibrahim Traoré a retrouvé son sens humain. Non plus le dirigeant contesté ou célébré, mais l'homme devenu repère pour une génération qui cherche des preuves plutôt que des promesses. Le Libéria a choisi d'interpeller l'audience sur un plan moral. Si l'Afrique ne définit pas ses valeurs, d'autres le feront à sa place. Cette phrase, simple, a résonné comme un avertissement et un appel à la responsabilité partagée. Le discours a aussi évoqué les jeunes diplômés du Sahel, les commerçants du littoral, les femmes entrepreneurs des villes secondaires. Tous ces visages anonymes que les statistiques oublient, mais dont dépend la transformation réelle. Pour eux, l'idée de souveraineté prend la forme d'une question quotidienne. Avoir du travail, être en sécurité, voir l'école ouverte le matin. Le Libéria a voulu rappeler que derrière chaque réforme institutionnelle, il y a une attente intime. Vivre mieux sans devoir partir. Ce changement d'échelle, du géopolitique au personnel, a permis de reconnecter l'Afrique politique à l'Afrique vécue. Et lorsque la caméra s'est tournée vers le public, on a vu dans les regards moins d'inquiétude que de curiosité. Car le discours, au fond, n'était pas une leçon, c'était une invitation. À la fin de son discours, le président libérien a proposé non pas des intentions, mais une feuille de route concrète. 5 clairs, destinées à transformer la promesse en structure. Premièrement, il a proposé de créer un cadre de dialogue permanent. Monrovia souhaite accueillir d'ici mars 2026 un sommet entre le Libéria, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Objectif: définir une charte de coopération sécuritaire et économique qui respecte les priorités nationales. Deuxièmement, il a suggéré de mettre en place un groupe technique mixte, composé d'experts militaires, économiques et juridiques. Il servirait à harmoniser les politiques d'investissement et à coordonner la lutte contre les trafics transfrontaliers. Troisièmement, il a proposé de lancer un fonds de souveraineté régionale, alimenté par des contributions proportionnées au PIB. Ce fonds financerait les infrastructures critiques, routes, énergie, agriculture, pour réduire la dépendance externe. Quatrièmement, il a envisagé de créer un observatoire citoyen chargé de mesurer les effets réels des alliances sur les populations. Il garantirait la transparence et l'évaluation publique des engagements pris. Enfin, il a appelé à étendre la coopération vers le littoral. Cette dernière phase intégrerait la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Sierra Leone pour bâtir un corridor économique reliant le Sahel à l'Atlantique. Tout au long de cette présentation, le nom d'Ibrahim Traoré est revenu comme point de repère, non pas pour dominer le processus, mais pour rappeler que la souveraineté n'est durable que lorsqu'elle devient partagée.
Ainsi, le Libéria a démontré que la parole politique peut devenir une méthode lorsqu'elle s'accompagne d'un calendrier, d'acteurs et de moyens mesurables. Quand les mots se sont tus, le silence a pris le relais. Ce n'était plus le discours d'un chef d'État, mais le souffle d'un continent qui s'écoute. Le président libérien a terminé là où tout avait commencé, sur l'idée de respect. Il a rappelé la scène du début, celle où Ibrahim Traoré incarnait le refus de la peur. Et soudain, ce nom n'était plus un symbole politique, mais une passerelle entre générations, celle des dirigeants qui décident et celle des peuples qui attendent. Dans ce moment suspendu, le message n'était ni défiant ni complaisant. Il disait simplement « Nous avons le droit de choisir notre rythme ». Le Libéria n'offrait pas une alliance de convenance, mais une main tendue vers la cohérence. Le visage des délégués, concentré, traduisait une forme d'adhésion silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'unité semblait possible, non pas imposé, mais partagé. Le discours du Libéria s'est conclu sur une note d'équilibre. Le président a rappelé que les alliances ne doivent pas servir à construire des blocs, mais des ponts. Il a invité ses pairs, ses citoyens et les partenaires du monde entier à revoir la manière dont ils écoutent l'Afrique. Marchons ensemble, mais différemment, a-t-il dit, traçant la ligne d'un avenir où la coopération devient synonyme de respect mutuel. Ce message, destiné autant à l'Atlantique qu'au Sahel, portait un sens plus large. Reconnaître que la pluralité africaine est une force, non une faiblesse. Le nom d'Ibrahim Traoré a été prononcé une dernière fois, comme pour sceller le cycle d'un récit où la parole s'est transformée en responsabilité. À cet instant, l'auditoire n'attendait plus de réponse, mais des engagements. Et la question finale du Libéria, suspendue dans l'air, résonnait comme une invitation collective. Sommes-nous prêts à écrire ensemble la prochaine page de notre continent ?